Donc aujourd'hui, nous aurons 3 thématiques à développer. Et la première a pour titre « Et si la Russie portait plainte pour le Mali contre la France au Conseil de sécurité ?» Décidément, l'isolement diplomatique du Mali continue sur la scène internationale. Ni la Russie, ni la Chine, encore moins les représentants africains au Conseil de sécurité des Nations Unies n'ont daigné porter la plainte du Mali contre la France. En effet, le Mali, dans une lettre adressée en date du 15 août 2022, a porté plainte contre la France en demandant la tenue d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies. Cette réunion aura pour objectif de permettre au Mali de présenter les éléments de preuve en sa possession contre la France. Les autorités maliennes veulent démontrer à la face du monde que l'armée française a agressé en de maintes reprises le Mali en violant de manière répétitive et fréquente l'espace aérien malien, sans autorisation des autorités maliennes et parfois en falsifiant des documents de vol. Le Mali va plus loin en affirmant détenir des preuves irréfutables du soutien de la France aux groupes armés terroristes. Ces accusations sont tellement graves et le gouvernement malien tellement déterminé à mettre à nu toutes les intrigues et autres intelligences de la France avec l'ennemi qu'elles devraient attirer l'attention des premiers partenaires du Mali. D'abord membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, comme la Russie et la Chine, et ensuite les États africains, membres du dit Conseil. Au lieu de cette chaîne de solidarité de la part des partenaires privilégiés du Mali, c'est un soutien factice auquel le pays du colonel Assimi Goïta a eu droit. Aucun des supposés alliés du Mali ne s'est porté volontaire à défendre le dossier malien auprès du Conseil de sécurité afin que cette réunion à laquelle tient le gouvernement malien puisse se tenir. La Russie a-t-elle abandonné en plein vol le Mali dans cette affaire qui l'oppose à la France? Le Mali n'est-il pas réellement isolé dans ce dossier sur la scène internationale? En attendant de répondre à ces deux questionnements, il est à rappeler que la Fédération de Russie est l'un des 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. Elle est un partenaire de premier choix du Mali. Donc, il était vraiment logique que le pays de Vladimir Poutine soutienne le Mali dans son combat contre la France. La Russie devra également convaincre la Chine pour que les 2 pays parmi les 5 membres permanents puissent porter plainte du Mali auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies. Au lieu d'un soutien ferme et entier de la Russie au gouvernement malien dans son combat contre l'ex-puissance coloniale, c'est plutôt un silence de carpe quand le ministre des Affaires étrangères se battait comme un baudia pour arracher une réunion d'urgence sur la plainte du Mali contre la France. Quant à la Chine, autre pays membre permanent des Nations Unies, et les 3 pays africains, à savoir le Gabon, le Ghana et le Kenya, membres non permanents du Conseil de sécurité, nul ne doit les en vouloir pour n'avoir pas soutenu la plainte du Mali contre la France, car leur soutien devrait venir après celui de la Russie de Poutine, que le Mali a préféré à beaucoup d'autres pays. La Russie était censée être le chef de file des pays qui, logiquement, devraient soutenir le Mali dans ce dossier. Mais c'est tout le contraire que l'on observe. Le pays de Poutine n'a pas daigné mouiller le maillot pour son partenaire malien. À la question de savoir si le Mali n'est pas isolé sur ce dossier, sur la scène internationale, la réponse est probablement oui, car ceux qui sont censés le soutenir lui ont fait faux bond. Et si le dossier venait à être classé sans suite, ce serait un revers cinglant pour la diplomatie malienne. Car on aura non seulement perdu du temps, mais aussi de l'énergie pour ne rien obtenir au finish. En somme, face aux multiples défis auxquels le Mali est confronté, le gouvernement ne pourrait-il pas mettre en veille ce dossier pour ne s'occuper que des priorités? C'est tiré du journal L'Alternance pour ceux qui souhaiteraient vérifier. Et c'est ce que j'ai dit depuis pratiquement un bon nombre de semaines, je veux dire plusieurs semaines auparavant. En réalité, le gouvernement malien n'a aucune preuve. En réalité, le gouvernement malien ne veut pas affronter ses échecs au Mali. La junte malienne ne veut pas accepter
la dureté de la réalité qui est qu'ils ont perdu du terrain face au djihadisme et que économiquement parlant, c'est la déchéance totale au Mali et qu'actuellement, eux-mêmes sont dans une guerre de positionnement entre les colonels soi-disant climatisés et que c'est actuellement un délitement total économique, politique, social au Mali. Et donc, pour distraire les masses, pour essayer de distraire tout le monde, ils créent des histoires. Une chose est de créer quelque chose, mais une chose est de venir avec les preuves. Et c'est moi ici, il y a quelques mois, pratiquement, j'ai dit ici, Sergueï Lavrov a demandé à Abdoulaye Diop, est-ce que vous avez des preuves? Amenez-les-moi. Abdoulaye Diop n'a jamais été capable d'amener des preuves. Voilà, les Maliens n'ont pas de preuves. Sinon, il est incompréhensible que le Mali qui avait des preuves, quand tu as des preuves et tu es sûr de ce que tu dis, ils ont déjà eu des occasions. En septembre, ils ont eu l'occasion, leur premier ministre a parlé, leur ministre des Affaires étrangères a parlé, mais ils auraient pu montrer ces détails-là. Et ils n'avaient pas de couteau sous la gorge pour ne pas le faire. Mais en réalité, comme vous allez l'entendre dans cette vidéo que beaucoup ont déjà écouté, le Malien, sa conception de la justice est moyenâgeuse. L'homme malien pense que lui, ce qu'il dit est une vérité de facto. Et ça, c'est une erreur gravissime. La vérité, ce n'est pas nos désirs. La vérité, ce sont les faits matériels concrets contre lesquels aucun argument extérieur ne peut venir fragiliser quoi que ce soit dans cette réalité. C'est ça la vérité. Et c'est ce que vous ne pourrez jamais faire parce que c'est du faux. Autant votre mensonge a été découvert au grand jour sur le dossier ivoirien relativement à la prise d'otage des 49 soldats ivoiriens, où vous ne connaissez ni le sens du mot mercenaire, vous ne savez 49 personnes vont aller faire un coup d'État au Mali, et en plus, les mêmes choses que vous dites, qu'ils n'avaient pas d'autorisation, et quand on a mis les autorisations, avec le nom des gens, vous dites encore qu'il y a des Libériens et des Sierra Léonais. On vous dit, comme vous les avez, présentez-les nous. Mais vous êtes incapable de les présenter. Qu'est-ce qui vous empêche? Rien. Parce que vous vous mentez à vous-même. Et donc, c'est le même scénario. Mais en la réalité, celui qui va payer le prix le plus fort, c'est le peuple malien qui est pris dans une spirale de sentimentalisme qui va se retourner contre lui-même en tant que peuple. Parce que ce sera tant de vies détruites, tant de temps perdus. Cette jeune qui n'a aucune solution au problème des Maliens et qui est en train de créer une constitution estropiée, bancale, pour essayer de se maintenir et distraire tout le monde. Voilà toute la réalité du Mali. Et écoutons bien ce Malien qui est lui-même malien et qui nous donne une image assez claire même de la conception de l'homme malien vis-à-vis de la justice. En réalité, au Mali, il n'existe pas dans l'esprit du Malien une présomption d'innocence. Le Malien ne fonctionne pas comme ça. Et c'est pourquoi le mensonge, la délation, moyennement, ça ne peut pas finir au Mali parce que c'est une partie du Malien, ça. Concevez. La présomption d'innocence n'existe pas dans la mentalité du Malien. Tout à fait. C'est pourquoi les mensonges, les délations ne finissent pas au Mali. Concevez. Alors, que ce soit le président, que ce soit le ministre, n'importe qui n'a pas été victime de cela, dès l'instant que la meule se dit, quelqu'un a volé de l'argent, c'est fini, vous êtes condamné à Bana. Que ce soit monsieur Maïga, oui, que ce soit Ibeka, que ce soit Boubou Sissé, dites-moi les noms, que ce soit Moussa Traoré, que ce soit ATT. Mais le Mali a toujours diffamé les gens, et c'est fini, il n'y a plus de recours. Mais c'est pourquoi l'homme dit qu'il préfère l'assassin au calomnieur. Parce que l'assassin, il veut ta vie et tu le sais. Tu vas te battre en conséquence. Mais le diffameur, tu ne peux rien contre lui. Parce que ce n'est pas ta vie qu'il veut, c'est ta dignité qu'il veut. C'est ton honneur qu'il veut dégrader. Et dès l'instant qu'il lance la balle, c'est fini, tout le monde en prend au vol. Tu ne peux pas te défendre devant lui. Devant l'assassin, tu te défends. N'est-ce pas? Malheureusement. Ok. Les filles qui sont en prison, les camarades qui sont en prison, dis tous ces noms, ils sont déjà vus comme des gens coupables de tout ce qu'on les accuse. Et tellement le Malien sait que c'est comme ça son peuple réfléchit, c'est comme ça ses concitoyens réfléchissent, il n'a pas besoin de faire midi à 14 h, il n'a besoin que de mentir pour vous salir. Donc,
la présomption d'innocence est un fait de droit. Je vous ai dit la dernière fois tout à l'heure, encore, que la loi, le Malien ne l'observe que quand ça l'arrange. Absolument. La loi, ça ne l'intéresse pas parce que le Malien, c'est le champion du désordre. Il faut qu'on dise des choses crûment pour que les gens soient choqués et commencent à réfléchir. C'est ça la réalité. Il suffit que je dise Keïta a volé mon argent, on ne me demande plus de preuves, on dit c'est un voleur. Et partout où Keïta passera, c'est un voleur. On s'arrête là. Et surtout, un homme de pouvoir. Dans un débat en 2012-2013, pendant la campagne, les gens avaient dit qu'Ibeka était un détourneur de fonds publics. Et M. Soumaïla Cissé l'avait insinué. Il a mis au défi tout le Mali. Si quelqu'un peut sortir avec quelque peu que ce soit contre lui. Personne n'a pu jusqu'au jour d'aujourd'hui. On dit, il a fait ceci, il a fait cela, il a gagné 1200 milliards. Après, on trouve que le Premier ministre de cette transition dit cet argent n'a pas été volé. Mais qu'est-ce qu'on voulait? On voulait faire tomber son pouvoir, on voulait le salir, on a réussi à le faire. Où sont les conséquences? Les Maliens s'en foutent de ça. ATT était comme le chef rebelle, c'est lui qui donnait communiquer avec les rebelles. Où est la preuve? Il n'y en a pas, le Malien s'en fout de savoir la preuve. Genko ne peut pas avoir de présomption d'innocence, ou Ibeka, ATT, Modibo Keïta, personne n'a eu de présomption d'innocence. Non, chez le Malien, vous êtes coupable. C'est à vous de prouver. Nous sommes au Moyen-Âge avec le Mali. C'est pourquoi je dis que le Mali mentalement n'a pas évolué. Le Mali est encore au temps de Sundiata, au temps de Babemba. C'est là que le Mali se trouve aujourd'hui. C'est pourquoi on ne s'entend avec personne. Il suffit que vous dites au Malien qu'il a fait ceci, ce n'est pas normal. Ce n'est pas légal, que vous deveniez un ennemi. Tout à fait. Et c'est triste. C'est ça le Mali. Mais quand cela... Alors donc, oui, donc c'est d'autant plus vrai, surtout que sur tous les aspects au Mali. On vous accuse et c'est vous qui vous défendez. On ne demande pas à quelqu'un d'apporter preuve. Or, il suffit qu'on vous accuse. Même au sein de nos familles, c'est comme ça la famille fonctionne au Mali. Alors, ce qu'on voit en grand, c'est ce qui a été fait en miniature. L'expression qu'on voit chez nous, dans nos familles, dans nos régions, dans nos quartiers, etc. Mais arrivé au sommet de l'État, pourquoi il serait différent? Non, il ne serait pas différent, c'est la répétition. Et donc, mesdames et messieurs, après cette belle description de l'homme moyenâgeux, qui a une conception rétrograde même de la justice, plus personne ne sera étonné des déviations et même, je dirais, des turpitudes du régime despotique, tyrannique, sanguinaire et irresponsable qui se trouve actuellement à Bamako,